Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. L'âme des grands auteurs, c'est chez eux. C'est dans leur mur, à leur domicile, qu'il faut aller la chercher. Moi qui vis dans le voisinage de Monsieur Balzac, je ne peux que regretter la disparition de l'hôtel particulier qui lui a servi de pénate jusqu'à sa mort. Il m'est souvent arrivé d'aller chercher l'esprit de Victor Hugo place des Vosges, ou bien sûr dans les îles anglo-normandes, celui de Dumas à Marly, les mannes de Proust à Illiers bien sûr et à Cabourg, ceux de Zola à Médan, ceux de Chateaubriand à la vallée aux loups, magnifique pèlerinage. Pour Gustave Flaubert, c'est donc à Croisset, sur les bords de la Seine, que se trouvent sans doute les clés de son univers littéraire et personnel. Son père, le docteur Flaubert, qui était, vous le savez, chirurgien en chef à l'Hôtel-Dieu de Rouen, avait acheté cette maison en 1843. L'intention du docteur Flaubert, c'était de remplacer une autre maison, celle de Desvilles-les-Rouen, qui avait été un peu bousculée par l'arrivée du chemin de fer. Et oui, 1843, c'est l'époque où dans toute cette partie ouest de la France, le chemin de fer est en train de changer le paysage et de bousculer les propriétés. C'était une construction dont Flaubert lui-même nous dit qu'elle était assez laide. C'est lui qui nous dit ça. Mais qui était situé dans un magnifique environnement et qui avait appartenu, quand je dis magnifique environnement, on est vraiment sur les bords de la Seine, dans ce que ça peut avoir de plus intensément poétique. C'est un endroit vraiment magnifique, boisé, très beau, et qui avait appartenu aux moines bénédictins de Saint-Ouen. D'après une légende, on dit que l'abbé Prévost aurait écrit là, dans cette maison, aurait écrit à Croisset la première version de Manon Lescaut. Ça faisait plusieurs années à l'époque, depuis 1836 exactement, que le jeune Gustave snobait un peu la maison de campagne de Desvilles-les-Rouen au profit de la côte, au profit de Trouville et de ce qui n'était pas encore Deauville, qui n'était pas encore construit. À l'hôtel de l'Agneau d'Or, avec sa mère et sa sœur, il avait passé des étés, des printemps et des étés magnifiques. J'avais eu l'occasion ici même de vous raconter cette anecdote, de vous montrer Flaubert ramassant sur la plage une cape rouge qu'il avait mise à l'abri de la marée et au restaurant, la propriétaire de la cape était venue la récupérer, lui avait dit « Merci monsieur pour votre galanterie ». La propriétaire en question, c'était Élisa Schlesinger qui, à 26 ans, déjà mariée avec un enfant, va littéralement emporter le cœur de Gustave qui, dans les mémoires d'un fou, se rappellera cette prunelle ardente sous un sourcil noir, se fixant sur lui, disait-il, comme un soleil, sa peau était comme veloutée avec de l'or. Dans la foulée, le jeune homme accouche un premier roman qui s'appelle Passion et vertu, l'histoire d'une femme de banquier qui, tout en retenue, va tuer son mari et ses enfants pour aller filer avec son jeune amant et pour finir par se suicider lorsque ce jeune amant la rejette. Dès ses premiers écrits, transparaît chez Flaubert un fond de noirceur et de tourment qui, évidemment, marquera son œuvre et d'une certaine manière, marquera peut-être aussi son époque. C'était pour l'éloigner d'Élisa que ses parents l'avaient envoyé sous la surveillance d'un médecin au soleil de la Corse. La Méditerranée avait littéralement éclairé cet esprit chagrin et sur le chemin du retour, Gustave Flaubert s'était épris d'une créole de 35 ans, Eulalie, qui lui avait fait connaître 4 jours et 3 nuits d'extase, disait-il. Encore une parenthèse. Bref, il était rentré en Normandie. Son père voulait absolument qu'il fasse son droit, qu'il vise le barreau. Il y avait la perspective d'aller faire à Paris son droit. Bref, mon existence, que j'avais rêvée si belle, si large, si amoureuse, sera comme les autres, monotone, sensée et bête, avait-il écrit à son frère en essayant de se résigner tant bien que mal. Et il avait évidemment pris comme témoin des difficultés de la vie son nouvel ami, le Parisien Maxime Ducamp, avec ses études un peu tristes à Paris, ponctuées d'échecs et d'humiliations. En janvier 44, il avait 22 ans. Il rentre de la côte, il rentre de Trouville jusqu'à Rouen, chez ses parents. Et là, alors qu'il est en train de traverser Pont-l'Évêque, il va littéralement s'effondrer dans les bras de son frère.
Flaubert, son frère, qui est affolé de ce qu'il voit et qui pendant quelques instants va le croire littéralement mort. Il a eu, enfin c'est ce que disent les médecins de l'époque, une crise d'apoplexie. On pense en fait que c'était une crise d'épilepsie, très probablement. Gustave, en tout cas, voit dans tout ça l'occasion d'un changement de vie. Le droit, ça n'est pas pour lui. La grande carrière, ce sera pour quelqu'un d'autre. Lui veut devenir un artiste, il veut écrire. Et donc, c'est le moment où, justement, le docteur Flaubert achète, non loin de Rouen, toujours sur les bords de la Seine, cette gentilhommière au toit d'ardoise, cette gentilhommière de Croisset, qui va devenir le refuge de l'écrivain. La maison de Croisset fut pour Gustave d'abord une maison de femme, nous dit Gilles Henry, après la mort de son père, et pendant 34 ans, il allait y vivre sous la coupe de sa mère, en compagnie de sa sœur Caroline puis de sa nièce. Il y recevra tout de même Élisa, devenue l'épouse d'un éditeur, de quoi lui inspirer l'éducation sentimentale, en attendant la femme qui bien sûr va marquer sa vie, cette poétesse de 36 ans au moment de leur rencontre, cette Louise Collet, sur lequel, là aussi, j'ai eu l'occasion déjà de m'appesantir. Relation tumultueuse, animée d'une passion toute romantique. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors à quoi ressemble-t-elle cette maison de Croisset ? À une gentilhommière du XVIIIe siècle, avec un fronton qui se détache sur une toiture d'ardoise, avec 2 ailes en retour. C'est là que Gustave va installer son cabinet de travail au premier étage, d'où il a cette vue superbe sur la Seine et d'où les mariniers, lorsqu'ils passent, peuvent observer tard dans la nuit cette fameuse lampe à pétrole qui éclaire le bureau de Gustave Flaubert. Tout ça a été détruit pour construire des ateliers, pour tout vous dire, c'est un peu dommage. Ça n'a laissé subsister que le pavillon de jardin qui se situait à une centaine de mètres de la maison elle-même. Pavillon qui possède un toit à 4 pentes en pierre appareillée coiffée d'ardoise. Gilles Henry encore nous montre Gustave Flaubert se fatiguant les poumons, dit-il, à fumer les lilas, écoutant de nuit la chaîne servant au remorquage des bateaux et essayant d'apercevoir les poissons sortant hors de l'eau comme des bourgeois invités à prendre le thé à la préfecture, dit-il. Malgré le sauvetage du lieu par les amis de Gustave Flaubert, le pavillon aujourd'hui ne renferme plus que quelques souvenirs. Il y a quelques objets qui évoquent la vie de l'écrivain. Il y a son coupe-papier, il y a des pipes, un pot à tabac, un encrier de bronze en forme de crapaud, des plumes d'oie, un écritoire, une mèche de ses cheveux et sur une vitrine un Bouddha que connaissait Maupassant et qu'il avait pu observer chez Flaubert. Et plus loin, on voit des portraits, des bustes, des photos de Nadar, évidemment, et puis un fauteuil fatigué genre Louis XIII, comme disait Flaubert lui-même, et un perroquet, peut-être celui emprunté au Muséum de Rouen afin d'écrire un cœur simple. Et puis il y a aussi cette longue terrasse plantée de tilleuls qui sépare la maison du pavillon et que Flaubert appelait son gueuloir, ce gueuloir qu'il utilisait pour lire à haute voix, en peignoir blanc, les feuillets qu'il avait rédigés pendant la nuit. Une phrase bien écrite possède sa propre respiration, disait Flaubert. C'est là qu'il a notamment hurlé les pages les plus subtiles de Madame Bovary. Vous écoutez Radio Classique. En 1849, ça fait un petit peu plus de 5 ans que Flaubert s'est installé donc sur les bords de la Seine à Croisset. Il a presque 28 ans. Il vient d'achever un récit qui est La Tentation de Saint-Antoine. C'est une sorte de Faust à la française et il a invité 2 amis à venir l'écouter lire son œuvre. Parmi ses camarades se trouve Maxime Ducamp et c'est Maxime Ducamp qui, dans ses mémoires, va nous raconter l'épisode. La lecture dura 32 heures, dit-il. Pendant 4 jours, il lut sans désemparer de midi à 4 heures, de 8 heures à minuit. Le lyrisme, qui était le fond même de sa nature et de son talent, l'avait si bien emporté qu'il avait perdu terre. Nous ne disions rien, mais il lui était facile de reconnaître que notre impression n'était pas favorable. Le soir même, Flaubert, frappant sur la table, nous dit « À nous 3 maintenant, dites franchement ce que vous pensez ». Louis répondit «
nous pensons qu'il faut jeter tout cela au feu et n'en jamais reparler. Vous imaginez la mine totalement déconfite du jeune écrivain qui, dans ce refuge de Croisset, a mis toute son âme dans cet écrit, et ses amis lui suggèrent d'oublier ce genre un peu héroïque, ces sujets nobles, et de mieux retenir des élans par trop lyriques. Pourquoi est-ce qu'il ne ferait pas plus simple? Pourquoi il ne s'y intéresserait pas à une bonne affaire bien claire, notamment, par exemple, cette affaire qui vient de défrayer la chronique normande, qu'on appelle l'affaire de Lamar, cette jeune femme de 26 ans, mariée à un officier de santé, qui d'ailleurs, entre parenthèses, était un ancien élève du père de Flaubert. Bref, cette jeune femme qui s'est suicidée après une vie trop tumultueuse, après avoir trompé son mari. Bref, vous avez compris que Flaubert tenait là la matière de Madame Bovary. Mais ce n'est encore qu'après un voyage en Orient qu'il va s'installer à son pupitre à Croisset auprès de sa mère et de sa nièce et commencer ce travail colossal. En 5 ans de travaux forcés, nous raconte Pierre Geoffroy, 1768 feuillets sont noircis. Il n'en subsistera à la fin que 400. Les corrections s'accumulent, les surcharges, les coupures. Dans l'après-midi, c'est l'épreuve du gueuloir à Croisset. Il appelle ainsi l'allée de Tilleul où il déclame sa prose quotidienne en marchant. Tout ce qui ne résiste pas à cette audition personnelle est rigoureusement sabré. Le fait divers dont s'est inspiré Flaubert, cette affaire de la Marne, a été complètement sublimé. Il a mêlé à son histoire celle d'autres empoisonneuses, d'autres procès, d'autres femmes infidèles. Madame Bovary emprunte aussi quelques traits aux femmes de la vie de Flaubert. Eulalie, Foucault, dont j'ai eu l'occasion de vous dire un mot, Élisa Schlesinger également, Louise Collet, etc. Dans sa magnifique biographie de Flaubert, voilà ce que nous dit Henri Troyat. Le tout se conjugue dans son esprit jusqu'à former un personnage unique qui ne ressemble à aucun de ses modèles, mais qui a les nerfs, le sang, les élans d'âme de son auteur. Oui, Flaubert a bien raison de dire « La Bovary, c'est moi ». Emma, c'est le combat tragique d'une âme éprise d'idéal qui se heurte aux banales exigences de la vie en province. Flaubert a trop souvent ressenti cet antagonisme pour ne pas l'avoir exprimé avec force en changeant de sexe. Lui aussi vit en bourgeois et rêve en poète. Et la vie qu'il mène, c'est la vie d'un homme qui va consacrer l'essentiel de l'énergie dont il est capable, et Dieu sait qu'il en possède de l'énergie, Flaubert, à revendre même, qui va mettre cette énergie au service d'une sublimation en quelque sorte. Tous les éléments, toutes les parties de la vie, tout ce qu'il a pu expérimenter lui-même, tout ce qu'il peut voir, tout ce qu'il peut ressentir, va se retrouver, subsumé littéralement, dans ces pages qu'il noircit soirée après soirée dans ce cabinet de travail au premier étage de la maison de Croisset. Et après des années de travail acharné, le poète s'apprête à livrer au public Madame Bovary. Et vous savez que ce sera bien sûr un bel accueil, bien sûr un certain succès, mais aussi ce sera un scandale terrible, et que dans son cabinet de travail de Croisset, Flaubert avait été bien loin d'imaginer. Franck Ferrand sur Radio Classique. J'ai eu l'occasion à ce micro de vous raconter le procès de Madame Bovary. Je ne vais pas y revenir là aujourd'hui, mais il faut avancer. Dans un très beau numéro spécial du Point, vous savez, c'est hors-série grande biographie que publie le magazine Le Point, qui s'appelle tout simplement Gustave Flaubert, avec ce sous-titre « La bêtise humaine est infinie ». Dans ce numéro, Gisèle Ségingé nous dit à quel point Croisset a été pour Flaubert le lieu de toutes les inspirations. À Croisset, écrit-elle, il a souvent pour seule compagnie sa mère et sa jeune nièce Caroline, mais Juliette Herbert, ancienne institutrice anglaise de Caroline, lui rend visite de 1859 à 1861 régulièrement. Il a noué avec elle une amitié amoureuse, liaison qui durera jusqu'à la fin de sa vie. Par ailleurs, le cercle de ses amitiés s'est élargi. Marie-Sophie Leroyer de Champy, qu'il ne rencontrera jamais, lui procure l'opportunité d'un échange intellectuel qui lui manquait sans doute depuis la rupture avec Louise Collet en 1854. Il crée également de nombreux liens
dans les milieux lettrés et artistes qui l'attirent de plus en plus vers Paris. C'est vrai qu'il passe beaucoup de temps à Paris, boulevard du Temple, au 42 du boulevard du Temple. On le voit circuler, entre guillemets, entre Paris et Croisset constamment. Et à Paris, il entretient des relations avec Ernest Renan, avec Charles Baudelaire, avec Théophile Gautier, avec les frères Goncourt, bien entendu, même avec George Sand, avec laquelle il se liera tout à fait après l'article laudatif qu'elle va consacrer à son Salammbô. Grandes années que ces années Salammbô de Flaubert. Ses relations avec Maxime Ducamp, dont il avait eu tendance à s'éloigner à son retour du grand voyage d'Orient, se sont par ailleurs réchauffées. Flaubert s'inquiète même pour son ami lorsque celui-ci part vers le sud de l'Italie faire le coup de feu là-bas avec les chemises rouges de Garibaldi. « Je t'embrasse bien tendrement, bonne chance et vive la liberté », lui écrit-il le 9 octobre 1860. On peut dire que depuis la publication, le procès, le scandale et en même temps le succès de Madame Bovary, Gustave Flaubert est devenu un des pontes du monde littéraire. Il passe beaucoup de temps à Paris, mais toujours beaucoup à Croisset, là, tout près de Rouen, sur les bords de la Seine. Croisset, nous dit Joël Robert, qui restera sa vie durant sa résidence principale et son lieu d'écriture. Et si dans son cabinet de travail, il rêve souvent d'ailleurs, quand il se retrouve sur le Nil avec Maxime Ducamp, c'est pour sa maison blanche des bords de Seine qu'il ressent une grande nostalgie. Habiter à Croisset, nous dit-elle, correspond à son idéal de vie. Hors de Rouen, loin de Paris, Flaubert se sent libre et indépendant. Dans ce lieu écarté, il se tient à distance de tous les pouvoirs institués. Lisant très peu les journaux, ne supportant pas la modernité et ses modes éphémères, l'artiste Flaubert vit dans une autre temporalité, celle du vieux romantique, comme il dit lui-même, et qui subsiste en lui. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il y a cette phrase que j'aime bien qui s'adresse à Frédéric Baudry. On est en février 1857, là encore. Il disait « J'ai donc envie de m'en retourner et pour toujours dans ma campagne et dans mon silence. Et là, de continuer à écrire pour moi seul. Je ferai des livres vrais et corsés, je vous en réponds. L'insouci de la renommée me donnera une roideur salutaire. J'ai beaucoup perdu cet hiver, je valais mieux il y a un an, je me fais l'effet d'une prostituée. » L'hiver en question, c'est celui du procès, bien entendu, qui aura été, d'une certaine façon, le moment difficile de sa vie. Et quand il sort de son antre, nous dit Henri Troyat, c'est pour aller au ravitaillement en images. Tout ce qu'il éprouve, tout ce qu'il voit, il le rapporte à son œuvre avec une obstination maniaque. Qu'il entende une réflexion amusante dans la rue et il la garde pour un de ces personnages qu'il aperçoive un plat d'écrevisses sur une table et il songe à le faire figurer dans la prochaine description d'un repas. Il y a chez Flaubert la volonté de faire feu de tout bois, ou plutôt de faire œuvre de toute matière. C'est ça qu'il y a d'extraordinaire. Deux dangers guettent l'écrivain au terme de sa carrière, nous dit Henri Troyat, qui nous dit en quelque sorte que dans ce cabinet de travail, avec ce fauteuil genre Louis XIII, qui en fait est très 19e, avec cette peau d'ours au sol, ces grands guéridons couverts de tapis, et puis les murs recouverts des livres dans lesquels vit littéralement Flaubert, sous l'œil de son Bouddha et sous la surveillance des mariniers de la Seine. Il y a dans ce cabinet de travail, chez lui et jusqu'à la fin, presque l'envie de se tuer à la tâche. Et deux dangers, donc, guettent l'écrivain au terme de sa carrière, nous dit Henri Troyat, l'excès de complaisance et l'excès de sévérité. Dans le premier cas, l'esprit ne contrôle plus la plume. L'habileté remplace le génie. Les mots coulent d'eux-mêmes en un flot abondant et fade, et l'homme vieillissant se donne l'illusion de produire alors qu'il se contente de noircir du papier. Mais dans le second cas, et c'est ce qui arriva à Flaubert, nous dit-il, l'écrivain, hanté par le souci de la perfection, se heurte au tournant de chaque phrase, à des scrupules qui le paralysent. À vouloir trop bien faire, il perd toute spontanéité. Il n'y a qu'un pas de la beauté réprochable à la banalité la plus plate. Passé un certain degré de polissage, la forme se glace. Gustave Flaubert avait 58 ans quand il fut frappé d'une hémorragie cérébrale à Croisset. Les médecins ont conclu à une mort naturelle, mais en y regardant de plus près, on doit contester leur verdict.
La fin de Gustave Flaubert ressemble à un meurtre parfait. Pas d'indice laissé par le coupable, l'arme du crime, les mots, le mobile, la création d'un martyr des lettres. Si Thomas de Quincey a parlé de l'assassinat considéré comme un des beaux-arts, Gustave Flaubert aurait pu parler, lui, de la littérature considérée comme un assassinat. Vous écoutez Radio Classique.